Je suis heureux de vous accueillir au nom de la règle du jeu pour cette rencontre consacrée à la situation au Burundi. Je veux, avant même de commencer les débats, les interventions, remercier pour leur présence l'ancien président burundais, M. Ntimana Tungaya, et sûrement la plus célèbre des citoyennes burundaises, Kate Janine. Ils sont là tous les deux. Merci d'être venus, c'est très important, vous le savez. Voilà, nous allons diviser cette rencontre en deux. Dans une première partie, nous allons entendre des témoignages. Et dans une deuxième partie, nous nous consacrerons aux solutions, aux mobilisations internationales, aux décisions qui ont déjà été prises par la communauté internationale. C'est un peu aussi la vieille question du que faire. Tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on va quand même se débrouiller pour démarrer maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes absolument contraints d'avoir rendu cette salle, qui est une salle de cinéma, à 13h. À 13h, il faut que tout soit enlevé, les caméras, les projecteurs. Donc, on ne peut pas terminer au-delà de 12h45. Voilà. Vous savez mieux que moi certainement, du moins pour certains d'entre vous, que le Burundi traverse une crise gravissime depuis le 26 avril. Vous savez, comme moi, que depuis les assassinats, les enlèvements, les disparitions, les tortures d'opposants, de membres de la société civile, de journalistes, d'intellectuels se sont multipliés. Vous savez que le régime dérive de plus en plus d'une situation de gouvernement contre une opposition à une situation de menace d'épuration ethnique, de massacre ethnique, voire peut-être de génocide, en ciblant, en se débrouillant pour casser l'unité de l'opposition, pour cibler les Tutsis. C'est l'une des menaces majeures qui plane sur le Burundi. Vous savez que nous avons ici à Paris déjà organisé un tribunal dans la filiation du tribunal Russell qui, depuis des décennies, a jugé des situations internationales particulièrement graves. Nous nous sommes réunis ici même pour évoquer les crimes, la situation et les aspects juridiques de ce qui se passe, de ce que commet le régime. Nous avons fait ce tribunal Russell il y a maintenant 2 mois à peu près, 2-3 mois. Nous nous sommes donné le tribunal Russell, vous savez, qui avait été fondé par le grand philosophe britannique Russell. C'est pas évidemment un vrai tribunal, c'est pas la Cour pénale internationale, c'est un regroupement d'intellectuels, de juristes, d'avocats qui examinent une situation internationale. Ce n'est pas un vrai tribunal, mais il y aura un verdict. La Cour du tribunal Russell s'est donné le temps d'étudier à fond le cas, le dossier, et on trouvera le verdict qui sera dans le dossier que la revue de la règle du jeu consacre dans sa prochaine livraison à la situation au Burundi, avec le compte-rendu de ce qui a été dit lors du tribunal Russell. Depuis, un certain nombre de sanctions ont été prises par la communauté internationale, il faut le savoir. Vous savez que les États-Unis, l'Europe et la France ont pris des sanctions contre le Burundi. Est-ce que c'est suffisant ou pas? On l'examinera dans la deuxième partie du débat pour arrêter la main des tueurs. Nous allons donc commencer par entendre un premier témoin sur les cas de meurtre, de torture, de viol, de disparition. Nous allons entendre un militant des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa, figure respectée du combat par la défense des droits de l'homme, qui a été emprisonné à plusieurs reprises en raison de son engagement, qui a été victime d'un attentat qui a failli lui coûter la vie. Son fils et son gendre ont été assassinés. Donc je demande à Pierre Claver Mbonimpa
de nous donner son témoignage. Je peux utiliser ça. Vous allez utiliser les deux. Les deux. Voilà. Okay. Hein, vous allez utiliser les deux. Merci de la parole. Mais d'abord, vous allez m'excuser de ma voix. Parce que ce n'est pas ma propre voix. Avant, j'avais une belle voix. Et j'aimais mes chanteurs de messe. Mais malheureusement, ma voix a été éliminée. Mais petit à petit, ça revient. Peut-être vous allez vous demander pourquoi j'utilise le verbe éliminer. En fait, moi j'étais dans une émission radio-diffusée. J'étais avec un politicien, soi-disant même aujourd'hui au pouvoir, quand je lui posais la question de savoir pourquoi le pouvoir en place continue à tuer les gens, il m'a répondu que il ne tue pas les gens, mais qu'en politique, on élimine les obstacles. C'est-à-dire que ma voix qui dénonçait, ce qui violait les droits de l'homme, ce qui commettait la torture, les assassinats, c'est-à-dire que ma voix est devenue l'obstacle du pouvoir, raison pour laquelle ils ont opté de l'éliminer. Ça, c'était comme mot d'introduction. Mais ici, on m'a choisi comme témoin. Je peux dire que oui, je suis d'une partie témoin, mais de l'autre partie, je vais réagir en tant que défenseur des droits de l'homme qui a fait des observations et qui a fait des relevés statistiques. Le facilitateur vient de dire qu'il y a eu des assassinats, des tortures, des viols et autres morts. Ça, c'est une réalité, mais quand on m'a demandé d'être un peu bref, je vais synthétiser mes propos. D'abord, pour vous montrer que réellement c'est une réalité, qu'il y a des assassinats ciblés, je vais vous donner des statistiques que nous avons relevées. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit, c'est ce que nous avons constaté nous-mêmes au niveau de mon organisation. Et mon attentat d'assassinat a eu lieu le 3 août. Mais mes collègues ont continué à travailler. C'est-à-dire que les statistiques que je vais vous donner datent à partir du 26 avril 2015 jusqu'au 17 février 2016. Alors, depuis le 26 avril jusqu'au 17 février, nous avons relevé 690 personnes qui ont été tuées. Là, nous avons des preuves. Nous avons leurs noms, leurs familles. Et encore à l'appui, nous avons même leurs photos quand ils étaient vivants et aussi quand ils étaient cadavres. Mais je vous épargne. J'avais préféré faire une projection des photos. Malheureusement, nous sommes dit, si on fait une projection, tout le monde dans la salle, vous allez pleurer. Tout le monde. C'est pourquoi j'ai préféré de ne pas vous montrer les photos de ces cadavres. Excusez un peu. Ça va passer. C'est pour
Ok, une seconde seulement. Voilà alors, je continue. Ces gens-là sont tués par qui? Moi, je dirais que c'est par le pouvoir. Dernièrement, quand j'étais à Genève, le ministre des Droits de l'Homme a réagi, nous disant que les gens sont tués, mais que ce n'est pas le pouvoir seulement. Mais moi aussi, j'aurais répondu que oui, si vous dites que ce n'est pas le pouvoir, qui est d'autre qui a tué? Parce que nous avons relevé les auteurs, chacun dans ses attributions. Par exemple, les personnes tuées. Les agents de police ont tué exactement 173 personnes. Les militaires, 185. Les civils, 135. Les groupes armés, 55. Et les services nationaux de renseignement, 530. Alors vous entendez bien que la police, les militaires et le service de renseignement ont tué beaucoup de gens possibles. Même si les autres ont été tués par les civils, la responsabilité retombe à qui? Retombe au pouvoir. Mais aussi, ce qui est malheureux, le facilitateur a dit qu'on a tué seulement les opposants. Non, ce n'est pas seulement les opposants, même les autres innocents. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées. Pourquoi ces femmes? Est-ce que ces femmes étaient des opposants? La question, on a voulu retourner disant que c'est le problème ethnique. Franchement, de ce côté, je suis contre, mais seulement, ce sont les hommes au pouvoir qui veulent s'éterniser au pouvoir, reléguant la question politique, la question ethnique, pour qu'ils soient soutenus. Je vais vous démontrer ça. Parmi les personnes qui ont dit non au 3e mandat du président Nkurunziza, la grande partie, ce sont des gens qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, que nous appelons des frondeurs. Moi, j'ai compté au moins 80 frondeurs qui ont signé la pétition de dire non au 3e mandat de Nkurunziza. Parmi les 80, il n'y a que uniquement 3 Tutsis. Le reste, ce sont des Hutus. Alors, à ce moment, puisque le pouvoir est dirigé par un président Hutu, avec la grande partie des ministres, ce sont des Hutus. Est-ce qu'à ce moment, on va dire que c'est un problème ethnique? Alors, ceux qui pensent à cela, il faut mettre de côté. Mais heureusement, ce côté ethnique a échoué, raison pour laquelle aujourd'hui on cherche d'autres moyens, disant que c'est le pays du Rwanda, disant que c'est ça et ça, pour juste se défendre. Mais on a parlé qu'il peut y avoir du génocide. Moi je me demande à quel nombre on peut dire qu'il y a eu génocide. Si nous avons relevé plus de 700 personnes tuées, avec des autres disparus, avec ceux qui ont été enterrés dans de fosses communes, si on les met ensemble, nous allons peut-être arriver à un nombre de plus de 1500 personnes déjà tuées. Alors, la grande partie de ces gens qui ont été tués, franchement, on ne peut pas le nier. Par exemple, les tueries qui ont eu lieu le 11 et le 12 décembre, la majorité, et je dirais même que presque tout le monde, étaient des Tutsis qui habitent dans des quartiers à grande majorité Tutsis. Mais au départ, il y avait même des Hutus qui étaient tués. Là, je les mets ensemble parce que tout le monde
ce sont les enfants du pays. Alors à ce moment, on va dire que ces tueries, comment on va les qualifier? Peut-être qu'il y a des experts, ils vont nous le dire. C'est même la question que j'ai posée au Conseil des droits de l'homme à Genève. Encore, combien de morts pour accepter qu'il y a eu génocide? Moi, je crois qu'avec 1000 personnes, c'est trop. Même une seule personne, c'est trop. Parce que c'est lui qui a tué une seule personne. Et c'est lui qui a tué 1000 personnes. En droit pénal, le code pénal les punit de la même manière. Là où il y a encore la peine de mort, c'est lui qui a tué une seule personne et sanctionné par la peine de mort. Là où il y a la perpétuité, c'est lui qui a tué une seule personne et sanctionné par la peine de perpétuité, comme celui qui a tué 1000 personnes. Alors à ce moment, quand est-ce que nous allons dire qu'il y a eu génocide? Voilà, grosso modo, les statistiques que nous avons. Mais en tant que témoin, franchement, même aujourd'hui, les gens continuent à mourir. Nous suivons ce qui se passe au Burundi. Les arrestations, les enlèvements arbitraires, les disparitions forcées, les tortures et très malheureusement les viols. Beaucoup de femmes ont été violées. Moi, je reviens toujours sur les femmes. Pourquoi on commet des viols sur les femmes? Pourquoi on tue les femmes? La femme n'a pas de race, n'a pas de couleur, n'a pas d'ethnie. Pourquoi? Une femme Hutu met au monde un enfant Tutsi. Une femme Tutsi met au monde un enfant Hutu. Alors à ce moment, pourquoi tuer les femmes? Moi, pour conclure, pour vous démontrer que le problème n'est pas ethnique, même au niveau du pouvoir, je vais vous donner un exemple. Le président Dauphin Nkurunziza, soi-disant en place aujourd'hui comme président, moi je le connais, il est de la même province que moi, même commune que moi, même colline que moi. Nous sommes de même ethnie, de l'ethnie Hutu. Sa mère, elle est de l'ethnie Tutsi. La ministre actuelle de la Justice, elle est de la famille, de la mère de Nkurunziza. Elle est Tutsi. Mais aujourd'hui, elle est ministre de la Justice. Alors quand il veut tuer les Tutsis, pourquoi ne peut pas commencer par sa mère? Pourquoi ne tue pas la ministre de la Justice qui est de sa famille? Voilà pour vous démontrer que le problème n'est pas ethnique, mais seulement, je dirais même pas politique, parce qu'aujourd'hui, les Burundais n'ont pas de problème franchement politique, mais les Burundais, ils ont le problème d'un seul homme, Nkurunziza. Si la communauté pouvait trouver la solution du problème de Nkurunziza, je crois que tout problème serait franchement résolu. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a des problèmes au niveau des militaires, des problèmes au niveau des policiers. Ici, j'ai vu des policiers, j'ai vu des militaires qui ont fui le pays. Si un militaire, si un policier parvient à fuir le pays, alors que c'est lui qui devait défendre le pays, et le reste, la population qui reste, qu'est-ce qu'il va faire? Le deuxième vice-président a fui le pays. Le président de l'Assemblée a fui le pays. Alors maintenant, la population qui reste n'a plus où aller, que faire. Aujourd'hui, toute la population vit uniquement dans la peur. Alors, comme j'ai demandé à la communauté internationale, même à l'Union européenne, je ne vois pas pourquoi nous allons chercher
nous allons maintenir la paix ailleurs dans d'autres pays. Nous avons nos militaires avec les policiers, je crois au nombre au plus ou moins de 8000 qui se trouvent en Somalie, au Centrafricain, au Sud-Soudan et ailleurs pour le maintien de la paix. Moi, je demande à la communauté de nous remettre nos militaires, nos policiers, pour qu'ils reviennent d'abord dans le pays, dans leur propre pays, pour commencer chez soi la maintien de la paix. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je ne comprends pas comment ils peuvent dire qu'ils sont en train d'amener la paix ailleurs, alors que chez soi, le feu brûle. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais demander à Innocent Mouozi de prendre la parole. Il est journaliste, un journaliste connu, respecté au Burundi, qui a longtemps dirigé la radio-télévision nationale, avant de lancer son propre média, la radio-télévision Renaissance, qui a été attaqué et détruit le 14 mai 2015 par les forces du régime. Innocent Mouozi. Merci. Je vais juste, peut-être, comme M. Mbonimpa a donné les choses essentielles, laissez-moi juste revenir sur quelque chose de particulièrement violent et quotidien aujourd'hui, le discours de haine qu'il y a au Burundi. M. Mbonimpa a tout à fait raison de dire que ce n'est pas un problème ethnique. Ils font tout pour essayer d'en faire un problème ethnique, alors que ce n'est absolument pas un problème ethnique. Le pouvoir actuel à Bujumbura, qui prétend être un pouvoir Hutu, a passé pratiquement 10 ans à tuer que des Hutus. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait presque pas de Tutsis qui avaient été tués par les services de renseignement, par la police ou par les militaires. C'était pratiquement exclusivement des Hutus, des militants du FNL, d'Agathon Rwasa, du Frodebu et d'autres partis de l'UPD, du MSD, etc. La première fois qu'ils ont tué un Tutsi, il y a peut-être quelques 2 ans ou par là, un cadre du MSD qui était de Mouranvia, je ne sais pas si je ne me trompe. Mais ça a été fondamentalement des Hutus qui ont été tués durant le règne de M. Nkurunziza. Et je me souviens en 2006, quand ça a commencé, que des militants du FNL avaient été tués, embrochés sur des bambous, et j'étais dans la Ruvubu. Quand les médias et la société civile ont commencé à protester, moi je me souviens très bien de l'officier, le commandant de la région militaire qui a fui par après. Il avait dit, je cite, « De quoi est-ce que Muhoozi et Kavumbagu se mêlent? Est-ce qu'on a tué des Tutsis ?» Pour dire, si des Hutus tuent des Hutus, ça ne regarde pas les Tutsis. Et nous, on ne savait plus quoi penser ni quoi dire parce que ça paraissait tellement normal pour eux que nous, ça nous dépassait tout simplement. Et ça n'a pas arrêté, ça a continué. Quand ils ont emprisonné notre collègue journaliste Hassan Ruvakuki et que nous avons commencé des marches et des protestations tous les mardis, ils nous ont envoyé des messages très explicites en nous disant « Mais qu'est-ce que vous cherchez derrière ce petit Hutu ?» Et nous, on disait « Ce petit Hutu, c'est notre frère parce que nous, la seule ethnie que nous reconnaissons entre nous, c'est l'ethnie des journalistes. » Et ça a duré jusqu'à ce qu'il soit libéré. Et ce n'est que maintenant que ça dérape complètement, qu'ils font tout pour que la question passe pour être ethnique. Et ils se mettent à tuer effectivement méthodiquement des Tutsis pour essayer de pousser à une radicalisation de part et d'autre. Ça donne à des actes assez particuliers dans des quartiers. Parce que je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. J'ai sorti mon téléphone que j'allumais, mais ce n'est pas la peine. Tous les téléphones de tous les Burundais qui ont un WhatsApp ont nécessairement des centaines d'appels au secours des gens qu'on enlève, des jeunes gens qu'on enlève tous les jours.
alerte, alerte, Arnaud vient d'être enlevé, il était avec Pépé ou il était avec... C'est tous les jours comme ça. Les policiers, les services de renseignement, les militaires rentrent dans les quartiers dits contestataires et ramassent au hasard tout ce qui est jeune qui est dans les quartiers. Ils ramassent des jeunes Tutsis, ils ramassent des jeunes Hutus. Ces derniers temps, ils les amènent, ils font le tri, ils mettent les jeunes Hutus au centre communaux, donc près des familles, et puis ils enlèvent les jeunes Tutsis dans des endroits inconnus. Quelque temps après, ils relâchent plus ou moins certains Hutus en leur expliquant qu'ils sont bêtes, que eux ça ne les concerne pas. Mais en fait, ils font tout pour essayer de créer un antagonisme ethnique, mais qui ne marche pas. Parce que pendant des années, la situation concrète a montré au Burundi que ce qui se passe n'avait plus rien d'ethnique. Je vous donne quelques exemples du discours de haine que vous avez sûrement déjà entendu. Il y a une chanson, le 15, je ne sais plus si c'était le 15, après la tentative, après les attaques contre les camps militaires, dans les manifestations officielles, il y a une chanson qui avait entre autres une strophe où il disait augmenter les bataillons, les Tutsis sont devenus fous. Augmenter les bataillons, il faut mater les Tutsis. Et ça, c'est dans des manifestations officielles. Ce n'est pas clandestin, ce n'est pas des choses sur WhatsApp. Non, non, c'est dans des meetings officiels que cela a été dit. Quand vous entendez le gouvernement aujourd'hui dire Kagame, Buyoya, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Buyoya, c'est-à-dire les Tutsis. En situation locale, on est en train de dire aux gens, attention, les Tutsis veulent revenir au pouvoir, attention, les Tutsis veulent revenir au pouvoir. C'est cela que ça veut dire. Ce n'est pas Kagame. Quand on dit le Rwanda, non. C'est pour dire les Tutsis, les Tutsis, les Tutsis. Toute cette propagande anti-rwandaise, en réalité, c'est une propagande anti-Tutsi, mais comme on n'ose pas dire officiellement les Tutsis, on dit le Rwanda Kagame, comme tout le monde sait que Kagame est Tutsi, et que le pouvoir au Rwanda est censé être Tutsi. Donc ça veut dire, attention, danger Tutsi. C'est aussi simple que cela. On a vu la théorie, la fameuse théorie Hima contre Bantu. Dans les discours très officiels, les déclarations du porte-parole du parti au pouvoir revient tout le temps sur le complot Hima qui viserait à renverser un pouvoir Bantu, comme si les Tutsis n'étaient pas des Bantus. Comme si les Tutsis n'étaient pas des Bantus. Les Tutsis sont aussi Bantus que les Hutus. Même Thomas Sankara a été décrété Tutsi. Parce que dans une des déclarations, ils ont dit que ces gens qui veulent que ce ne soit que l'ethnie de Thomas Sankara qui dirige l'Afrique. Vous voyez cela? C'est dans une déclaration très officielle du parti au pouvoir. Je dois avoir le son sur mon téléphone. Thomas Sankara, comme on retrouve ses photos dans les quartiers, comme on voit son image, ils ont décidé que Sankara était Tutsi parmi d'autres Tutsis. Donc il y a une tentative désespérée d'ethniser, mais ça ne prend pas dans la société. Ça ne prend pas pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit, pendant plus de 10 ans, ils n'ont fait que tuer des Hutus. Aujourd'hui, ils tuent des Hutus qui sont avec les Tutsis. Dans les manifestations, les jeunes Tutsis, les jeunes Hutus étaient ensemble, mangeaient ensemble, s'hébergeaient. Aujourd'hui encore, certains jeunes Tutsis qui sont recherchés, où est-ce qu'ils vont chercher refuge? Dans Bujumbura rural, chez les autres jeunes Hutus qui sont là-bas, du FNR ou d'autres partis. Les jeunes Hutus qui sont recherchés, où est-ce qu'ils se sont réfugiés aussi? À Nyakabiga, à Musaga, qui sont censés être réputés les endroits les plus, disons, radicaux ethniquement Tutsis. Donc il n'y a plus cet obstacle entre les citoyens, mais le gouvernement essaie à tout prix de ramener cela comme étant la question majeure. Parce que c'est le seul moyen pour lui de trouver une quelconque légitimité s'il se fait passer pour le pouvoir des Hutus qui est menacé par des Tutsis. Encore une fois, si on reprenait la liste des opposants en exil, si on reprenait la liste, comme l'a dit Mbonimpa, des gens qui ont signé la fameuse pétition, on risque de tomber sur 99% de tous ces gens qui sont Hutus. Ce ne sont pas des Tutsis. Donc le problème au Burundi n'est plus ethnique, mais le gouvernement fait tout pour le ramener sur ce terrain-là. Il tue de manière sélective ces derniers temps des Tutsis pour essayer de faire basculer cela. Mais ce qui se passe, qui est peut-être la chose qu'on ne souligne pas assez, qui est extraordinaire dans notre pays aujourd'hui, c'est que pendant 50 ans pratiquement, nous avons traîné cette infamie de division ethnique, mais depuis la génération de ceux qui se sont battus pour l'indépendance, qui avaient réussi à surmonter cela, aujourd'hui on a une génération, encore une fois, qui arrive à surmonter cela, et on a un pouvoir qui fait tout désespérément pour amener le problème sur le terrain ethnique. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental d'arriver à trouver une solution aujourd'hui, avant que ces gens ne réussissent à réethniser la situation au pays. Je terminerai juste en
En revenant sur un autre champ de campagne, un des champs les plus célèbres de campagne au Burundi, c'était quoi? Terinda mukeba abyara imbonerakure. C'est proprement un appel au viol. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, mettez enceinte la femme, la fille de votre adversaire pour qu'elle donne naissance à des imbonerakure. Les imbonerakure étant la milice du parti au pouvoir. Ce chant était chanté dans les meetings, sur les routes, etc. Un appel au viol en bonne et due forme, comme si c'était normal, comme tous les autres slogans. Je vais peut-être m'arrêter là, mais aujourd'hui, une des choses les plus inquiétantes, vraiment, c'est le discours systématique, méthodique, de haine, essayant de ramener tout sur le terrain ethnique, même si jusque-là, ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que ceux qui sont en face, ce n'est pas une ethnie, c'est une nation tout simplement. Et ceux qui essaient de te dire ce discours-là, ce ne sont pas des gens qui s'intéressent aux Hutus, absolument pas, parce qu'ils ont réussi à faire du Burundi le pays le plus pauvre au monde. Et si ce pays le plus pauvre au monde est à majorité Hutu, c'est-à-dire qu'ils ont appauvri les Hutus autant que les Tutsis, si pas plus. Si c'est le pays le plus mal nourri d'Afrique, ils ont réussi à rendre les Hutus les plus mal nourris d'Afrique. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'ethnie. C'est juste une instrumentalisation comme une autre. Les mécanismes qu'on voit aujourd'hui qu'ils mettent en place pour tuer certains par rapport aux autres, c'est juste pour essayer d'arriver à ce résultat-là. Ils ne se soucient pas des Hutus comme ils ne se soucient pas des Tutsis, comme ils ne se soucient pas de leur pays. Ils se soucient simplement d'eux-mêmes. Merci. Bien. Je vais demander maintenant à Richard Agabimana, excusez-moi, de témoigner. C'est un officier de l'armée qui a été arrêté et torturé. Il était colonel, chef adjoint du département des opérations à la direction générale de la police nationale burundaise. Il a été arrêté parce qu'il refusait de participer à la répression des manifestants. Oui, un officier de la police. Oui, peut-être j'ai mal présenté. Enfin, ouais. Il refusait de participer à la répression des manifestants opposés au fameux 3e mandat du président. Du coup, il a été arrêté, torturé, disais-je, et il a aussi la nationalité grecque, ce qui a permis une mobilisation qui lui a sauvé la vie. Et comme ils viennent de me présenter, je m'appelle Agabimana Richard. Et j'aimerais commencer mes propos par remercier les organisateurs de la rencontre. Et pour moi, c'est une très bonne opportunité d'accomplir l'une des plus grandes promesses que j'ai faites à mes co-détenus de fortune dans les géoles du Burundi, les 4 que j'ai connus en moins de 7 mois. Et le début de l'année 2015, ça me trouve dans une tourmente particulière. Parce que tout ce que je croyais, toutes mes valeurs étaient bafouées. Et pratiquement, j'étais dans l'impossibilité de changer quoi que ce soit. Parce que, d'une part, on faisait des réunions de commandement, mais on savait qu'il y a un commandement parallèle. Et c'est dans les réunions de commandement parallèle où se prenaient les décisions. Il y avait des réunions officielles et des réunions qui se tenaient au cabaret. Et c'est là, effectivement, où il y avait des grandes décisions. C'est là où les décisions tombaient. Et c'était effectif. Et à un certain moment, bon, les manifestations commençaient. Avant même le commencement, on savait très bien que c'était condamné d'office. Il y a là une rhétorique pour disant que les manifestations étaient illégales parce qu'ils n'ont pas demandé des autorisations d'usage, machin. Mais je savais très bien, j'avais entendu la rhétorique disant que non, s'il y a une manifestation, ce ne sera pas une manifestation, ce sera une insurrection. Les organisateurs, ce seront des Bamenja, ce seront des insurgés. Il faudra les traiter en tant que tels. Et là, pratiquement, c'est un dilemme
que j'avais en tant que chef des opérations de la police. Et je devais encore une fois, il me semblait, je sentais très bien que le temps de prendre une nouvelle grande décision était proche. Parce que je me sentais pratiquement presque inutilisable. Et je ne parvenais pas à m'imaginer comment j'allais agir, comment j'allais pouvoir agir dans un contexte de répression où le régime recommandait à la police de réprimer, de tirer sur la population, ce qui a été par après fait en pratique. Quand viendra le temps, espérons que ce temps est proche, il y aura plus de détails à ces propos. Mais justement, la police a tiré. La police a tiré pas seulement la population, mais il y avait aussi l'intention de tirer sur certains membres de la police qui ne le savaient pas ou qui constituaient des témoins gênants. Nous avons eu des informations, moi comme beaucoup d'autres collègues, il y a eu des informations disant que les chefs d'unité qui ne laissaient pas, qui ne permettaient pas à leurs sous-ordres de tirer sur la population, il fallait travailler sur eux, entre guillemets, il fallait travailler sur eux. Donc il fallait s'en charger, il fallait les tuer, les éliminer. J'avais eu cette information, je le savais bien, je l'ai partagée d'ailleurs. Et je savais aussi que j'étais, par mon comportement et par mes interventions incessantes, et je savais que j'étais sur la tête de liste, mais je ne savais pas quand. En date du 27 juin, dans la soirée, à 19h30 à peu près, je suis arrêté, tabassé, sérieusement. J'étais devant l'alimentation Irakosé, en face, pour ceux qui connaissent Bujumbura, en face de l'hôpital militaire, sur la route qui mène à Mutanga Nord. Alors, quand j'ai été arrêté, ils étaient à plus de 25 agents de police et de la documentation. Ils sont venus avec à peu près 4-5. Je ne parvenais même pas à voir clair parce que tellement ils criaient, tellement ils me frappaient. Ils frappaient tout le monde qui était autour de moi. Là, ils avaient arrêté même des jeunes gens qui étaient juste aux alentours. Je rejoins M. Clavet qui disait qu'il ne frappe que ce ne sont pas les innocents seulement qui sont victimes, mais c'est tout le monde qui tombe dans le coup. Alors, ils ont commencé à tabasser les jeunes gens qui étaient sur les lieux. Et à un certain moment, j'ai eu quand même le courage de dire, mais écoute, si c'est bien moi que vous cherchez, c'est bien moi, les gars, les enfants n'ont rien à faire avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Je ne fais rien avec. Je suis de passage et eux, ils sont de passage. S'il vous plaît, si vous voulez tabasser quelqu'un, s'il faut arrêter quelqu'un et que vous cherchez, c'est bien moi que vous cherchez, c'est bien moi, ces jeunes gens. Fort heureusement, ils ont arrêté de les torturer. J'ai été arrêté et amené à la documentation avec... à mes côtés, j'avais un compagnon de fortune, c'était un Zamou, c'était un gardien d'un hôtel. Je ne sais pas pour quelle raison il avait gardé. Alors, voilà une nuit de cauchemar. J'ai été sérieusement tabassé, blessé sur tout le corps. J'ai été frappé sérieusement sur la plante des pieds. Et le lendemain, fort heureusement, j'ai été présenté à la télévision nationale avec 4 autres personnes que je ne connaissais pas jusque-là. Et le message qui était donné à la télévision, c'était que j'étais le chef de gang. Ils avaient appréhendé un chef de gang qui était en train de distribuer des armes, des grenades pour déstabiliser le pouvoir. Mais les gens qui disaient qu'ils constituaient le gang avec moi, c'était des gens que je voyais pour la première fois. Je ne le connaissais pas. Nous n'étions même pas dans la même cellule. Alors, si je reviens un tout petit peu, au moment de mon arrestation, là j'ai compris qu'il y avait des enseignements qui avaient été donnés à certains des membres de la police, des membres qui avaient été choisis pour cet objectif, justement pour
leur donner cette dimension ethnique du problème. Ils m'ont frappé disant que j'avais des armes qui ne parvenaient pas à me montrer, qui ne parvenaient pas de trouver sur moi ni dans mon véhicule, mais que j'avais des armes et des grenades que j'étais en train de distribuer aux Tutsis pour tuer les Hutus. Et à chaque coup que je recevais, ils me disaient grenade, arme, Tutsi. Et mais, écoute, mais depuis quand j'ai des problèmes de Hutu et Tutsi? Quand on était au maquis ensemble, là, j'étais Tutsi, un bon Tutsi, on luttait ensemble. Mais ce jour-là, du 27 juin, j'étais devenu le Tutsi qui distribuait les armes aux Tutsis pour tuer les Hutus. Bon, voilà, bref. Une période de cauchemar à la documentation nationale. On ne savait pas pratiquement quand on allait mourir, mais j'avais la chance, j'avais passé dans le livre d'enregistrement, et puis j'avais été présenté à la télévision. Ce qui était une bonne chose, une petite assurance pour moi que j'allais sortir vivant de la documentation. Bon, voilà. Quand j'ai passé par le... Je vais essayer de faire plus vite parce que... Alors, quand j'ai passé devant le procureur général, il a retenu l'accusation que j'étais parmi les putschistes. Bon, j'étais envoyé à la prison de Moranvia. Là, c'était toujours des menaces. Des menaces incessantes, chaque jour. On ne savait pas quand on allait nous faire sortir pour nous tuer. Et c'était des informations qu'on recevait des gens à qui nous avons confiance. Bon, des tentatives ont eu lieu. Personnellement, ils ont essayé de m'enlever notamment soi-disant en transfert vers une autre prison. J'ai eu la vie sauve à cause des co-détenus qui ont constitué une chaîne humaine pour empêcher ma sortie. Et après, j'ai fait le transfert vers notre prison de Rumongue. Après Rumongue, c'était Gitega. Enfin, là où on devrait... Tous les présumés putschistes se rencontrer pour un traitement adéquat aux putschistes. C'est-à-dire les gens, les mauvais du régime. On savait d'avance qu'il y avait des cellules qui étaient en préparation, juste pour nous. Ils avaient construit des cellules pour 3 à 5 personnes. Et là, il n'y avait pas de toilettes. Ils nous avaient donné des seaux pour rester dedans et faire les besoins hygiéniques dans les seaux qui étaient là. Ça n'avait même pas de couvercle. Voilà, et c'est dans cette situation-là que nous avons passé presque 2 mois, jour et nuit, allongés sur un matelas pour ce qu'il y en avait. Moi, j'étais parmi les chanceux j'avais un vieux matelas. Et on attendait à chaque instant la mort. Et là, il y a une chose caractéristique. À un certain moment, avant l'isolement, ils ont décidé de nous tuer physiquement. L'attaque a eu lieu, soi-disant pour venir nous mettre dans les cellules, soi-disant qu'on avait refusé d'entrer dans les cellules. Alors, nous, on n'avait pas refusé d'entrer dans les cellules. Seulement, l'isolement, c'est prévu juste pour 2 jours sur le règlement d'ordre intérieur des établissements pénitentiaires. Et il y a une certaine procédure pour être en isolement. Alors, on demandait pourquoi on devait entrer. 28 personnes devaient être isolées comme ça, arbitrairement. Et on exigeait naturellement une certaine décision. Effectivement, la décision est venue du procureur général qui a décidé de nous mettre en situation d'isolement. Et nous sommes restés pendant 2 mois. Alors, nous sommes restés là et jusqu'en décembre, nous avons commencé le procès, un fameux procès incroyable. Je crois que la plupart, vous avez eu l'occasion de suivre cela. Mais quand même,
un procès où on n'avait pas le droit d'avoir l'avocat de notre choix. Et finalement, pour ce qu'il y en a eu, pour citer Sophie mon cas, on avait eu des avocats commis d'office. Il n'avait pas de dossier. Il était obligé de plaider sans dossier. Et il était obligé, sous l'ordre du juge, ça je me rappelle toujours parce que c'était comme du théâtre. Il disait à l'avocat, monsieur l'avocat, tu restes là, tu vas plaider et tu ne peux pas quitter là. Et la police, il faut assurer l'ordre. Et l'avocat était obligé de rester là sans dossier. Juste pour faire savoir, pour montrer au monde que vous avez été assisté par un avocat. Alors, heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'avoir une nationalité grecque. J'ai eu la chance aussi d'avoir des amis qui m'aiment et qui veulent bien, qui avaient la volonté de lutter, d'essayer de faire connaître mon cas. Ils ont provoqué pratiquement une décision du Parlement européen qui demandait à Mme Mogherini de faire le tout possible pour me faire sortir de la prison. Et naturellement, dans ces conditions, la décision du tribunal est sortie positive pour moi. Je devais être libéré. Je suis libéré. Mais je dois cette libération à mes amis. Je dois cette libération aux instances de l'Union européenne. Et franchement, je ne terminerai jamais à les remercier. Sinon, au point de vue judiciaire, ici, je témoigne qu'il y a des gens qui ont été condamnés à perpétuité, des gens qui ont été condamnés à 30 ans sans qu'ils aient plaidé. S'il vous plaît, ils n'ont pas plaidé une seconde. Ils n'en ont pas eu la chance. Ils n'ont pas plaidé du tout. Mais ils ont été condamnés à perpétuité, à des peines incroyablement énormes, sans avoir plaidé. Voilà. Alors, ok, je vais finir. Et comme j'ai commencé en vous disant que c'était une bonne opportunité qui m'est offerte pour parler, pour répondre à ma grande promesse que j'ai faite à mes co-détenus de fortune. Et je dois ici vous dire que les personnes qui sont restées derrière sont toujours dans ces conditions que je viens de vous raconter. Ils sont toujours tenus sous des tortures morales, physiques. C'est difficile pour eux de se faire soigner. C'est difficile pour eux de faire une marche, de faire un entretien physique. Ils sont dans un lieu isolé et c'est là où ils viennent de passer depuis le 25 septembre jusqu'à aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, j'ai passé en moins de 7 mois, j'ai passé 4 prisons. Les prisons de Bujumbura, du Burundi, regorgent plein de jeunes gens, des milliers de jeunes gens qui pour la plupart ont été torturés. Ils ont été sérieusement torturés. Ils n'ont pas eu la chance de se faire soigner. Bref, et mon dernier mot, j'aimerais l'adresser à mes collègues de la police et comme de l'armée. J'aimerais qu'ils soient un peu plus courageux, professionnels. S'il le faut déposer au tablier, ce n'est pas mauvais. Mais refuser un ordre manifestement illégal, c'est quelque chose que tout le monde a appris depuis qu'il est entré dans le corps. Je leur demande d'honorer leur uniforme. Je leur demande de respecter la population. La plupart d'entre eux, ce sont des gens de vrais patriotes, des gens qui aiment la population, des gens qui n'ont rien à voir avec la folie de Nkurunziza, qui n'aimeraient pas le soutenir, mais qui sont tenus d'obéir, ou bien de faire semblant comme s'ils obéissaient aux ordres du régime. Alors, chers collègues, j'espère qu'ils m'entendront, soyez un peu plus courageux, soyez professionnels. Je vous remercie. Pour ceux qui ne connaissent pas David Gakunzi, il est écrivain, bien sûr, et un militant des droits de l'homme.
est-ce que tu pourrais peut-être évoquer ce qui pourrait, selon toi, à la lumière du droit international, évoquer l'accusation de permettre... Enfin, est-ce qu'on doit commencer vraiment à parler de génocide sur le plan juridique? On ne peut pas utiliser le mot génocide à tout bout de champ. Aujourd'hui, ça se fait, le terme se dévalorise et le crime de génocide qui est défini juridiquement et évidemment qui a une ampleur morale exceptionnelle, une gravité morale exceptionnelle, risque de s'affaiblir si on l'utilise donc pour un oui, pour un non, ou pour un crime ou deux crimes. C'est très mal un crime, deux crimes, mais un génocide c'est autre chose. Alors est-ce que tu peux évoquer ce qui pourrait faire penser dans la réalité de ce que subit le Burundi, la réalité d'une accusation spécifique de génocide? C'est tellement terrible ce que ce pays traverse, ce que ce pays vit. Je pense que depuis 10 mois, tous, nous ne vivons plus presque. Hein. Quelque part, même quand on est loin du Burundi, on est quelque part aussi presque devenus des torturés. Parce que tous les jours, comme le disait Innocent et Mbonimpa, c'est des appels au secours, c'est des appels à la détresse. Et c'est surtout cette terrible sensation que le pire peut arriver demain matin. Est-ce qu'on peut parler de génocide ou pas? Des voix autorisées ont parlé d'actes de génocide, de risques de génocide. Je pense à Dieng, qui est le chargé de la prévention des génocides au niveau des Nations Unies. Il a parlé de risques de génocide. Beat Klarsfeld a parlé de risques de génocide. Le président Buyoya a parlé d'actes de génocide. Donc, d'autres ont parlé de processus génocidaires. Donc, il y a quelque chose quand même. Dans quelques semaines, on va commémorer le 22 ans du génocide des Tutsis du Rwanda. À l'époque, en 1994, on avait dit plus jamais ça. Et 22 ans plus tard, de nouveau dans la région, on parle de ce terrible mot, le génocide. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là. Deux catégories. D'abord, je pense au pouvoir... aux puissances, à ceux qui ont la capacité peut-être de changer les choses, parce que parler de génocide, ça implique la responsabilité immédiate de protéger, donc d'agir. Pour certains, on l'a vu par exemple quand il y a eu le génocide au Rwanda, je me souviens en avril 1994 de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères des États-Unis devant un journaliste parlant d'actes de génocide. Et le journaliste qui l'interroge en lui disant « Combien d'actes de génocide faut-il pour faire un génocide ?» Et la porte-parole répond en disant « Je ne saurais vous répondre sur cette question-là. » Le journaliste pousse plus loin en lui disant « Est-ce que vous aurez reçu des consignes vous interdisant d'utiliser le mot génocide ?» Elle répond en disant « Pas comme tel, mais il y a quand même des consignes. Mais bon, ce n'est pas exactement cela. » Donc on a peur aussi par rapport à ce mot-là parce qu'il implique des responsabilités. Il y a aussi la crainte parfois des victimes elles-mêmes d'utiliser ce mot de génocide parce que ça veut dire intégrer une réalité qui est terrible. Et il y a aussi évidemment au niveau politique, par exemple dans l'opposition, des craintes disant que si on utilise ce mot, il y a d'abord une injustice qui peut être faite au niveau des victimes hutus, qu'on les aurait oubliés, alors que beaucoup de nos frères hutus ont été tués, continuent d'être tués, d'être pourchassés, que beaucoup ont fait montre d'un courage mais extraordinaire, exceptionnel dans notre histoire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc la crainte que déjà ça dévalorise la mort de certains par rapport à la mort des autres. Ensuite, il y a ceux qui craignent que ça puisse diviser aussi l'opposition et de jouer finalement le jeu de Nkurunziza qui dirait, vous voyez, il y a deux ethnies. Donc nous renvoyer à une confrontation entre deux groupes ethniques qui seraient homogènes et qui auraient des intérêts divergents. Donc il y a tout cela qui fait que le débat devient très compliqué. Mais en fait, c'est là où je dis que peut-être c'est parce qu'on n'a pas très bien compris ce que veut dire le mot génocide. Vous le savez tous, le mot a été construit, inventé après la Shoah. La Shoah, qui est une césure dans l'histoire de l'humanité, cette construction industrielle de la mort, de la destruction de tout un peuple. Ensuite, le mot a été utilisé pour qualifier effectivement le génocide des Tutsis du Rwanda, pour qualifier le génocide politique au Cambodge, et
le génocide des Arméniens. C'est un mot qu'il ne faut pas effectivement utiliser à tout, qu'on ne doit pas reporter à tous les crimes. Parce qu'un crime de génocide, c'est précis. C'est cette volonté-là de détruire en tout ou en partie une population. Et je crois que le code pénal français ajoute, pour des raisons non seulement ethniques, religieuses, raciales, mais aussi pour toute autre raison. Je crois que c'est la précision. Lève, si ce n'est pas vrai, vous me corrigerez. Donc, c'est cette volonté de détruire en tout ou en partie un groupe. Et c'est là où ce qui est en train de se passer au Burundi est plus compliqué. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, quand on dit génocide, il faut que nous essayions d'éviter de penser tout de suite génocide des Tutsis du Rwanda, génocide arménien ou la Shoah. Il n'y aura pas, j'espère, dans l'histoire, la Shoah encore. La Shoah, ça a été quelque chose d'exceptionnel. J'espère qu'il n'y aura pas un génocide comme celui des Tutsis du Rwanda. J'espère qu'il n'y aura pas un génocide comme celui des Arméniens. Parce que chaque génocide avance masqué et chaque génocide est particulier. Chaque génocide est nouveau. Bien évidemment, il y a des éléments qu'on retrouve dans tous les génocides. Des éléments communs, des signes précurseurs qu'on retrouve. Mais chaque génocide est toujours nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe au Burundi? Au Burundi, il y a des éléments qu'on peut retrouver du génocide arménien, c'est-à-dire cette volonté de cibler les jeunes en capacité de porter les armes. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le génocide arménien. Il y a ce discours de la haine qu'on retrouve dans le génocide des Tutsis du Rwanda, notamment. Et je pense que ce qui est important à voir ici, c'est qu'un génocide, c'est d'abord une intention et c'est un passage à l'acte. Et une organisation. C'est les trois éléments. L'intention, c'est le discours. Tout génocide commence d'abord par les mots. Innocent a parlé tout à l'heure des discours de la haine. On commence par exterminer les gens par les mots. Et je dirais qu'au Burundi, aujourd'hui, quand on voit le discours, depuis le discours du président du Sénat et le discours qu'on diffuse à gauche et à droite, je dirais qu'au niveau des mots, le génocide a déjà été exécuté. On a déjà exterminé les gens au niveau du vocabulaire, au niveau des mots. On les a désignés, on les a diabolisés, on a dit qu'ils sont les responsables de tous les maux du Burundi. Donc au niveau des mots, au niveau de l'intention est claire au niveau du gouvernement. Deuxièmement, je parle justement du gouvernement. L'autre erreur qu'on fait souvent, c'est que un génocide n'est pas un acte communautaire spontané. Non, un génocide est toujours construit par un État. Ce n'est pas des populations qui se lèvent. Au Rwanda, les Hutus ne se sont pas réveillés un jour au lendemain en disant on va aller exterminer les Tutsis. Non, pendant 4 ans, on a préparé les conditions, on a préparé un embrigadement pour préparer le passage à l'acte. Donc c'est un État, c'est une politique d'État, un génocide. L'intention, le passage à l'acte. Le passage à l'acte ne se fait jamais tout d'un coup en grande masse. On commence par tuer des individus, ensuite en petit tas, ensuite en masse. On l'a vu au Rwanda, de 90 à 94. On a tué d'abord 20 personnes, on a tué 300 personnes, il y a eu plusieurs petits massacres. De 90 à 94, c'était comme presque une répétition générale et un conditionnement de la population. Donc, le massacre, il ne faut jamais confondre le génocide. L'erreur qu'on fait toujours, c'est qu'on confond le génocide avec la dernière phase, qui est l'extermination massive. Et l'erreur profonde qu'on fait, c'est de penser le génocide comme un événement, de penser le génocide comme un fait accompli seulement. Le génocide, c'est un processus avec plusieurs étapes. Et l'extermination massive n'est que la dernière étape. Alors, est-ce qu'il faut agir après la dernière étape ou est-ce qu'il faut agir avant? Quand on parle aujourd'hui des génocides, c'est justement pour qu'on arrive à agir avant la dernière étape. Je dirais qu'on est dans un processus génocidaire au Burundi. Et le génocide, là aussi il faut le dire, c'est pour revenir à ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Comme le disait un politicien burundais, je vais le dire en kirundi, après je vais le traduire, Subgoko qui tchahicha politique mbi. Ce n'est pas une mauvaise politique, ce n'est pas une ethnie qui tue, c'est la mauvaise politique qui amène à tuer. Ce n'est pas un acte ethnique spontané, non, c'est une construction politique, un génocide. Et le pouvoir actuel essaie de jouer cela, essaie de jouer la carte de l'ethnicité, la carte de l'extermination massive, pour, comme on l'a dit, des intérêts tout simplement de quelques individus. Est-ce que cela va prendre ou pas? Moi, je dirais que ça peut prendre.
Parce que vous savez, le génocide, pourquoi est-ce qu'un génocide arrive à terme, jusqu'à la dernière phase? C'est souvent parce qu'il y a la passivité des témoins locaux et l'immobilisme des États extérieurs. Ce sont les deux éléments qui rendent possible l'extermination en masse. Et la passivité des éléments locaux, des témoins locaux, elle se crée parce qu'on crée un contexte qui va créer cela. À un moment donné, on a un choix entre être victime ou bourreau. Et être bourreau, ça veut dire qu'on sauve sa peau. Donc à un moment donné, ce basculement est possible. Pas parce que les gens veulent nécessairement tuer, mais peut-être parce qu'on les met dans un contexte tel que, où s'ils ne tuent pas, on dit que c'est des traîtres. Donc c'est ce conditionnement-là qu'on crée qui peut aussi amener cela. Donc dire que ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain, je n'en suis pas certain. Souvenons-nous du Rwanda. En 1990, l'opposition était unie au Rwanda contre Habyarimana, contre le régime de Habyarimana. Mais avec les années, on a construit un contexte qui a fait qu'on est arrivé en 1994. On a fait un conditionnement, on a fait de la propagande, on a créé un état, une mécanique qui a fait qu'on est arrivé à 1994. Donc, on ne peut pas dire que cela n'arrivera pas demain ou après-demain. Il faut être vraiment prudent là-dessus. C'est pourquoi il faut prévenir. Il faut prévenir aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Si on n'agit pas, la pente est telle que l'histoire nous l'a montré. On risque d'arriver à cette réalité-là. Je finirai en disant que il y a la question de l'intervention extérieure. Moi, j'ai le sentiment que on est chaque fois pris, on est presque pris par surprise par les génocides. Pourquoi? Parce que la diplomatie internationale, c'est vrai, il y a la lâcheté. Il y a la lâcheté qui existe au niveau de la diplomatie internationale. On savait tout ce qui allait se passer au Rwanda, on n'a rien fait. On a vu venir les choses, on n'a rien fait. Mais je pense qu'aussi, les outils de la diplomatie internationale ne sont pas outillés par rapport à des situations de génocide. Les diplomates ont souvent tendance à utiliser les mêmes outils qu'ils utilisent dans des situations classiques, normales, mais qui ne répondent pas à des situations de processus de génocide. La désescalade, l'engagement strategy, comme on dit, etc. Ça ne marche pas face à des pouvoirs génocidaires. Il n'y a que la fermeté qui marche. Il n'y a que la fermeté, il n'y a que la dépression et par moments, il n'y a que le rapport de force qui fait qu'on peut arrêter ces processus-là. Penser qu'on peut arriver à raisonner des pouvoirs qui sont dans une certaine irrationalité, à un moment donné, c'est être dans l'illusion parce qu'ils utiliseront cette démarche diplomatique pour se renforcer, se mettre en position de pouvoir tuer. Dernier point, la question de l'impunité, la question des victimes. Moi, ce qui me fait marcher depuis 10 mois, c'est me dire que les gamins qui sont tués, les gamins qui sont arrêtés aujourd'hui, on doit arrêter ce processus d'impunité. Pendant longtemps, l'histoire du Burundi a été marquée par l'impunité. On tuait et le lendemain, on repartait comme s'il ne s'était rien passé. Il faut qu'on arrête cela. Et je pense que les crimes qui ont été commis à partir du 26 avril, si on veut éradiquer cette culture du génocide, cette idéologie du génocide, il faudra bien que la justice passe. Je ne dis pas la vengeance, mais la justice. Et c'est la seule manière de couper avec cette idéologie du génocide qui est là depuis 1994. Les génocidaires au Rwanda ont été défaits militairement, mais idéologiquement, ils n'ont pas été défaits. Ils sont passés au Kivu. Et l'idéologie du génocide s'est implantée là-bas avec toute la rwandophobie qu'on connaît. C'est venu maintenant au Burundi et effectivement, le pouvoir l'utilise d'une manière opportune parce que c'est la meilleure façon de pouvoir rester au pouvoir. Dernier point, la vengeance. Nkurunziza dit « Je venge mon père qui est mort en 72 ». 72, ça a été une horreur, ça a été une béance dans notre histoire. C'est ce qui s'est passé, terrible. Mais justement, cette idée de vengeance, on la retrouve dans tous les génocides. C'est l'une des caractéristiques des processus génocidaires. L'Empire ottoman disait qu'il voulait retrouver sa grandeur. Les nazis disaient que l'Allemagne devait être vengée. Les génocidaires du Rwanda parlaient je ne sais pas quelle vengeance. Il y a cette idée de vengeance qu'il essaie de faire passer comme une excuse, en fait, pour expliquer ses crimes, pour absoudre ses crimes. C'est même un caractéristique, c'est symptomatique même de tous les processus de génocide. Je finirai par ceci en disant que ce qui est en train de se jouer au Burundi, le sort de ce qui est en train de se
jouer au Burundi dépendra de notre capacité à mobiliser la communauté internationale. C'est vrai que c'est les Burundais se sont battus avec un courage incroyable, avec une unité incroyable. Il y a une génération qui a dépassé le clivage ethnique, qui est devenue une génération post-ethnique qui est là. Mais nous devons faire en sorte que la communauté internationale ne fasse pas de nouveau une erreur politique, une erreur diplomatique, en essayant de traiter ce régime-là comme un régime normal et en essayant d'aller dans une logique d'étouffement de génocide, du processus génocidaire aujourd'hui au Burundi, comme si on était en train d'étouffer une sale affaire. On dirait qu'il y a une sale affaire quelque part au Burundi et qu'il faut l'étouffer en catimini. Et après, demain, on repart comme s'il ne s'était rien passé, on refait un accord de paix, on passe l'éponge sur les crimes qui auront été commis et on y va. Faire cela, ça serait très, très grave, parce que ça voudrait dire, quelque part, qu'on est en train de continuer à encourager l'idéologie et la culture du génocide dans cette région-là. Merci, David. Maître Bernard Minguin vient d'arriver. Je vais vous donner la parole tout de suite. Je voudrais juste dire un mot de transition pendant que le long temps que prend Bernard pour venir ici, ça me donne 2 minutes. Il y a, sur la question génocidaire, de l'inculpation, enfin des poursuites pour génocide, il y a un cas dont on parle malheureusement trop peu, c'est ce qui se passe au Darfour, qui est une grande province du Soudan, où le procureur de la Cour pénale internationale a inculpé le président du Soudan, Omar el-Béchir, de crimes de génocide. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. Il est inculpé. Il n'y a pas eu d'arrestation de ce président dans son pays. Il circule dans d'autres pays. Il était récemment en Indonésie à l'organisation de la conférence islamique. Le problème aussi, c'est d'avoir un bras armé de la justice internationale pour faire respecter les décisions de cette justice internationale. Ça, c'est un des grands problèmes que nous avons. La nécessité de protéger a été admise par l'ONU. C'est une obligation. Or, là, vous prenez ce cas qui est un peu désespérant. L'inculpation a été prononcée par la CPI. Omar el-Béchir, c'était le seul chef d'État en exercice inculpé par la Cour pénale internationale de crimes de génocide. Il est chez lui tranquillement, il continue à massacrer et il va rendre visite à d'autres chefs d'État dans des voyages internationaux. Je ne dis pas ça pour qu'on se démoralise et démobilise, mais c'est l'ampleur de la tâche que je souligne. Merci. Alors je vais être concis. D'abord, merci. Je vais vous donner des nouvelles, je dirais presque du terrain, c'est-à-dire de l'état d'avancement d'un certain nombre de démarches qui ont été entreprises. Nous avons un événement que je trouve très important sur le plan symbolique. C'est le fait que une grosse cinquantaine de familles qui vivent à Bujumbura et qui ont perdu des membres de leur famille dans ces derniers mois, nous ont fait parvenir clandestinement des mandats écrits en nous demandant d'intervenir auprès du bureau du procureur à la Cour pénale internationale, ainsi qu'auprès du comité des experts et du haut-commissaire aux droits de l'homme à Genève, pour signaler qu'ils ne désarmaient pas et qu'ils voulaient coopérer avec le bureau du procureur et avec les autorités du Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour fournir des éléments de preuve concernant la façon avec laquelle les assassinats ont été commandités, exécutés et couverts par certaines autorités du pouvoir. Je pense que c'est un geste incroyablement courageux. Nous devons essayer de les préserver, de préserver pour leur anonymat jusqu'au moment où, au niveau judiciaire, nous pourrons avancer dans les enquêtes. Mais en même temps, le grand intérêt de cette démarche, c'est qu'il bloque définitivement la possibilité pour certains de dire il n'y a pas de preuves. Ils viennent, eux, avec toutes leurs histoires, dire « Nous avons des preuves et nous voulons que justice se fasse. » Et je vous promets qu'on va continuer ce combat.
Deuxième chose qui est intervenue, et que je trouve très très importante également, c'est que dans mon pays, en Belgique, nous avons au sein de la communauté burundaise toute une série de membres de la communauté, Hutus et Tutsis, qui ont décidé de porter à l'attention de l'office de ce qu'on appelle chez nous le procureur du roi, l'équivalent de votre procureur de la République, la dénonciation des faits de cyber-haine qui circulent sur Internet. Nous avons repéré un certain nombre de sites qui propagent la haine, de discours de la haine qui sont sur Internet. Et il y a un critère de rattachement avec le territoire belge qui est que ces sites peuvent être vus et lus en Belgique et sont accessibles librement sur le territoire belge. Et donc, ce critère de rattachement nous paraît justifié de saisir l'office du procureur. Et je pense que c'est une démarche symbolique excessivement importante et qui rappelle également que ces discours de la cyberhaine circulent dans nos pays et où se trouvent des communautés, des gens qu'on a classifiés Hutus et Tutsis, et qu'il n'y a aucune raison de permettre la perpétuation de ce type de discours de stigmatisation qui font partie du long processus pré-génocidaire. Il n'y a aucune raison de permettre que cela se passe. Donc ce sont deux démarches qui sont initiées. Dans ce contexte, je voudrais aussi attirer votre attention, donc je vais être court, mais to the point, comme on dit, sur le fait qu'on est en train de tenter, avec l'appui de l'International Bar Association, d'un certain nombre d'avocats, de professeurs d'université, de construire une database qui collecte tous les éléments de preuve dont on peut disposer concernant les circonstances de l'assassinat. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je veux justice, je dépose plainte en justice, point à la ligne ». Ce qui est essentiel, c'est d'amener des éléments de preuve calmement, tranquillement, de les collecter, de les conserver et d'en faire une base de données centralisée qui va être à la disposition là où auront lieu les poursuites, parce que je n'exclus pas qu'un jour, la grande majorité des poursuites se déroulent au Burundi plutôt que devant des cours internationales, ou au contraire que nous ayons l'un ou l'autre gros poisson devant une cour pénale internationale. En tout cas, là où seront les poursuites, nous allons nous efforcer d'organiser cette database, de cette centrale de données. Et sur ce plan, j'espère, je ne sais pas où est Pierre Claver, je voudrais simplement signaler qu'une chose dont on est certain, c'est que pour mener à bien ce projet, ce n'est pas Bernard, ici présent, qui peut le mener à bien, qui peut le réaliser. Il faut au contraire une très très grande insertion dans le tissu social du pays. Donc nous savons que nous avons toute une série de réseaux qui nous aident, que ce soit des réseaux de journalistes indépendants et libres, que ce soit des réseaux liés à la société civile, y compris les églises, n'en déplaise à M. Nkurunziza, et je suis allé en parler parce que je suis un laïc convaincu, mais les églises jouent un rôle très très important et leur réseau joue un rôle très très important aujourd'hui dans ce magnifique pays du Burundi, que ce soit également des mouvements comme la ProDH, ACAT, etc. Donc nous devons regrouper les forces de ceux qui sont en mesure d'entrer dans la société, collecter les témoignages et les gérer de façon un tout petit peu plus structurante, c'est-à-dire dresser des procès-verbaux, procéder à des auditions, audio, etc., pour arriver à des résultats. Je termine en disant que vous savez que nous avons un jeune homme qui a échappé à ces tortionnaires et qui a pu se réfugier au Rwanda. Nous avons, grâce à l'aide de Radio RPA, enregistré complètement son témoignage et son récit.
Un récit qui nous dit d'ailleurs qu'on torture plus durement parfois le Tutsi que le Hutu. Et je le dis à l'aise parce que pour moi, que l'on soit Hutu ou Tutsi, la torture est insupportable. Je ne peux pas imaginer ce genre de choses. Et donc, ça va nous permettre aussi de déposer, de prendre un certain nombre d'initiatives parce qu'il va nous donner mandat pour, dans le domaine des conventions internationales préventives de la torture. Et là, je tire votre attention sur le fait que dans les pays comme la France et la Belgique, les personnes qui ont été co-auteurs ou complices d'actes de torture peuvent être arrêtées sur le territoire français ou sur le territoire belge du simple fait qu'elles se trouvent sur le territoire. Donc nous allons commencer à avancer également pour identifier un certain nombre de personnes, commanditaires ou exécutants de torture, qui nous paraissent devoir être arrêtées lorsqu'elles veulent goûter au plaisir du shopping en Europe. Voilà. Merci. Merci, Maître Minguin. Je vais demander maintenant à un journaliste très connu en Afrique, Francis Laloupeau, de venir nous rejoindre rapidement à la tribune pour évoquer la question des approches justement de la communauté internationale, les différents échelons, les différents niveaux, sur la question du mode de sanction. Donc, comment on peut essayer, à part les instances judiciaires, à travers les institutions européennes, internationales, d'arrêter les crimes. Merci beaucoup. Je pense que, à mesure que le temps passe, on s'éloigne en fait de la cause initiale, essentielle du conflit au Burundi. Il y a une cause, une seule. On a eu affaire à un coup d'État constitutionnel. Un chef d'État qui a simplement fait fi de la Constitution, des règles constitutionnelles qui ont été édictées il y a une dizaine d'années et qui a décidé donc de faire un hold-up. Nous avons affaire à un régime non pas composé d'acteurs politiques mais de braqueurs. Les gens qui ont organisé un braquage, le braquage d'un État. Et cela, la communauté internationale refuse de l'accepter, de le considérer comme tel. On continue de considérer le régime burundais comme un régime normal. Et tout à l'heure, David avait raison de poser la question de savoir, est-ce qu'on a affaire à un régime normal? Est-ce qu'on a affaire, dans le cadre d'un règlement de conflit, à des interlocuteurs qui sont inscrits dans les principes généraux du droit international? Parce que quand il y a un conflit, il faut savoir aussi si les interlocuteurs avec lesquels on discute sont habilités, évidemment, à être considérés comme des acteurs politiques ordinaires et normaux. La situation au Burundi n'est pas une situation ordinaire, une situation exceptionnelle, avec un clan qui a fait main basse sur un pays, qui a pris en otage une population, qui a braqué, je pèse le mot, bien mon mot, hein, nous avons affaire à des voyous qui ont braqué un État, et c'est cela et rien d'autre que ça. Mais c'est vrai qu'il y a une pudeur de la communauté internationale qui interdit à nos médiateurs professionnels de franchir le pas et de nommer les gens ou les choses telles qu'il faut les nommer. Alors, comme il faut aller très vite, j'aimerais signaler surtout que ce qui se passe au Burundi était prévisible, malheureusement. Moi, je me souviens, il y a quelques vieilles années, il y a 11 ans, un peu plus d'ailleurs, j'étais au Burundi et j'ai beaucoup même assisté à la conclusion du conflit à l'époque. Et quand Pierre Nkurunziza a été promu à la tête de l'État par la logique des accords d'Arusha, j'avais dit à mes amis burundais, ça va se passer très mal parce qu'il y a des individus qui ne sont pas habilités simplement à gouverner un État. Avec cette impatience à tout prix conclure des protocoles de paix, des protocoles de réconciliation, on arrive parfois à des architectures. Sous nos tropiques d'ailleurs, souvent en Afrique, on se dit, bon, on va faire un arrangement, tenant compte des questions ethniques, tenant compte des questions politiques, pour à tout prix arriver à la paix. Sauf que, souvent, la paix qui est conclue à un moment donné n'est en général en fait qu'un conflit différé. Et c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Est-ce que la culture politique de ceux qui ont pris le pouvoir il y a une dizaine d'années au Burundi, est-ce que cette culture politique était compatible avec la gestion ordinaire d'un État? La réponse est non aujourd'hui, puisque au fond, c'est cette culture qui s'est développée dans le maquis,
qui revient en quelque sorte au galop, qui remonte aujourd'hui et qui nous montre ces individus tels qu'ils sont, c'est-à-dire des acteurs politiques, des acteurs en tout cas, qui ont plus tendance à se comporter comme des voyous au sommet d'un État plutôt que comme des acteurs politiques tout à fait respectables. Alors quand on parle des communautés internationales, très rapidement, il faut savoir à qui on a affaire. On a affaire à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. On a affaire évidemment à l'Union africaine, on a affaire à l'ONU, on a affaire à l'Union européenne. Ce sont les acteurs les plus impliqués dans ce qu'on considère comme la résolution du conflit aujourd'hui. Que préconisent en général tous ces acteurs ? Il y a eu des sanctions économiques qui ont été brandies par l'Union européenne notamment. La Belgique, c'est vrai, a été de ce point de vue-là à l'avant-garde de la sanction. Mais généralement, il y a un mot qui revient comme une incantation, c'est le mot dialogue. Il faut dialoguer, il faut dialoguer. La question, c'est de savoir qui dialogue avec qui. Il y a une impasse à ce niveau-là et personne ne veut le relever. Je me demande ce que se racontent M. Ban Ki-moon et M. Pierre Nkurunziza en tête à tête. Je me pose la question de savoir quelles ont été les discussions entre M. Zuma et M. Nkurunziza. Je me pose la question de savoir quand l'Union africaine décide d'envoyer un contingent militaire, une mission au Burundi pour régler la crise, sachant pertinemment que cette mission n'était même pas payée, que les finances n'existaient pas, et qu'on a brandi ça comme une solution qui, évidemment, a été étouffée très vite, puisqu'on savait très bien, évidemment, que Nkurunziza allait refuser le déploiement d'une force militaire sur le sol burundais. L'Union africaine n'en est pas à sa première intervention. Cela se fait. Ça s'est passé aux Comores il y a quelques années, où l'Union africaine a dû intervenir militairement pour faire respecter la Constitution. Donc cela est possible. Si on voulait le faire, on le ferait. Alors, c'est vrai que depuis, tous ces acteurs de la communauté internationale que j'ai cités, les pays d'Afrique de l'Est, l'Union africaine, l'ONU ou encore l'Union européenne, personne n'évoque plus la raison initiale de ce conflit. On parle de dialogue, il faut s'arranger entre soi, c'est-à-dire il faut intégrer, il faut simplement accepter ce qui était au départ inacceptable pour les Burundais et pour lesquels les Burundais sont morts. Les Burundais sont sortis dans la rue, ils ont manifesté pour contester le viol d'une constitution, un coup d'État constitutionnel. Comment peut-on résoudre un conflit si on en écarte la cause essentielle? Cela est impossible, c'est une logique intenable. Et tous les échecs qu'on a constatés jusqu'à présent de cette communauté internationale des médiations viennent essentiellement de cela. Je vais terminer en disant qu'il y a une cause bien plus ancienne, je dirais presque psychologique. Il y a une forme de, je dirais, de mauvaise conscience collective que porte la communauté internationale à l'égard de Pierre Nkurunziza. Parce que ces accords d'Arusha, qui partaient d'un bon sentiment, il faut bien le dire, parce qu'il faut bien résoudre un conflit, sont parvenus à cet arrangement, cette architecture que je dénonce depuis des années. C'est-à-dire comment, au nom de la résolution d'un conflit, au nom, à tout prix, je dirais, de vouloir mettre en place à tout prix une paix bancale, provisoire forcément, on arrive à promouvoir des individus qui n'ont aucune qualité à gouverner un État. On produit un monstre. M. Pierre Nkurunziza est la créature de ce compromis, de cette architecture absolument, inacceptable. Il faut qu'on réfléchisse de plus en plus, et je le dis depuis des années, sur les instruments de la communauté internationale pour résoudre les conflits. On ne peut pas appliquer tous les instruments systématiquement. On ne peut pas dire tous les jours aller faire un dialogue, alors qu'on sait très bien que le dialogue est impossible. M. Pierre Nkurunziza est une créature de cette communauté internationale. Comment voulez-vous que cette communauté internationale dénonce son propre monstre? Vous savez, c'est comme le monstre de Frankenstein. Il y a une sorte, je dirais comme ça, d'affection naturelle entre le monstre et son créateur. C'est tout à fait normal. Pire que ça, c'est le monstre qui menace son créateur pour le tuer. En disant, mon père, ne me laisse pas tout seul. Si je pars, tu pars avec moi. Il y a une solidarité objective entre le monstre et son créateur. Nous en sommes là aujourd'hui, c'est la réalité. Alors, pour finir, je dirais que, est-ce qu'il y a une solution? La solution, elle est burundaise. La solution, elle est burundaise. Et il faut que les Burundais réclament de plus en plus qu'on revienne à la question fondamentale, à la cause initiale de cette crise. Et si on contourne cette cause, si on continue à considérer qu'on mettra en place un arrangement précaire au Burundi, arrangement politique précaire, on n'en sortira pas. Et n'oublions pas qu'il y a tous ceux qui sont tombés et que l'impunité ne doit pas être de nouveau érigée en un argument de sortie de crise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais inviter maintenant, ici à mes côtés, l'ancien président burundais, Sylvestre Ntibantunganya,
et pour qu'il évoque avec nous les aspects solutions durables qui étaient évoqués. Est-ce qu'il peut... Monsieur le Président, oui. Alors, Monsieur Ntimatungaya a été président du Burundi de 1994 à 1996. Il a été président de l'Assemblée nationale de décembre 1993 à octobre 1994. Voilà. Il est membre du Sénat et de la plateforme politique des partis d'opposition qui s'appelle le CNARED. Monsieur le Président. Parce que la question vient d'être posée par mon prédécesseur. Que la voie de la solution appartient au Burundi. Mais comment? En tirant justement les leçons du passé. Parce que j'ai une impression aussi qu'au Burundi, on s'est beaucoup compris au niveau des leaders à reproduire les erreurs qui ont été commises au cours des décennies, des années passées, en croyant que parce que c'est soi qui commet cette erreur qui s'est permis. Vous savez, quand vous écoutez aujourd'hui le discours politique et de la part de ceux qui exercent le pouvoir à Bujumbura, vous avez l'impression qu'ils ont une tendance à monopoliser et à manipuler les violences par lesquelles ce pays est passé depuis l'indépendance. Et à se présenter effectivement comme les victimes à qui le droit est donné de procéder par des pratiques soit de vengeance, soit de perpétuer les crises par lesquelles nous sommes passés. Et c'est ici où il faudra inventer, avant peut-être les prochaines échéances électorales, un mécanisme pour protéger le Burundi de l'influence de ceux qui ont eu des responsabilités dans les violences massives, autant récentes qu'anciennes. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi avait prévu la mise en place d'une série de mécanismes, 3, je ne reviendrai pas, vous les connaissez tous. Et une des conséquences positives attendues était que justement, ce qui serait identifié comme responsable dans les crises par lesquelles ce pays est vécu n'est pas droit d'être candidat aux élections. Pierre Nkurunziza, on a beaucoup parlé de lui. Il a été condamné à la peine capitale par le pouvoir de Buyoya, juste après le coup d'État de 1996 ou 1996, ça dépend de qui parle. Beaucoup d'autres ont des responsabilités. Est-ce que pour la paix, est-ce que pour la réconciliation, on peut permettre que quelqu'un qui a eu de hautes responsabilités dans l'État puisse être religieusement pardonné au lieu plutôt de l'amener à assumer ses responsabilités d'abord avant de penser à d'autres mécanismes empruntés. Moi, je vais vous faire une confession personnelle. Ce pardon, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ça serait un pardon autant empoisonné pour moi qu'empoisonné surtout pour le pays. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs années. Ça voudra dire quoi? Il y a des questions maintenant qui sont posées. Est-ce qu'on pourra aller au prochain des élections sans que la commission Vérité et Réconciliation, qui pose d'ailleurs aujourd'hui des problèmes, ait achevé son travail? Mais au-delà, cette commission Vérité et Réconciliation va au niveau du temps de 1962 à 2008. Et les crimes qui ont été commis entre-temps, qu'est-ce qu'on en fait? Et parmi lesquels, justement, il y a des crimes qui ont été commis au cours de ces 12 derniers mois, parce que nous allons arriver bientôt à une année. Ça, c'est une première question qui sera posée. Mais comment est-ce qu'on va y arriver?
Bon, on a parlé tout à l'heure de dialogue. Moi, je parle de négociation. Il faut négocier. Non pas au pardon, mais les mécanismes justement pour donner aujourd'hui le droit à la justice avant les prochaines échéances électorales. Mais sur le plan politique, il y a des problèmes majeurs qui s'opposent. Le paysage politique burundais est depuis 1990, 1990, en pleine déstructuration, décomposition, dont la recomposition ne vient pas avec autant de facilité qu'on le souhaiterait. Tenez pas l'exemple. Le CNDD-FDD aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était en 2005, quand il est parvenu au pouvoir, il est quoi? 3 composantes. La minorité qui exerce le pouvoir aujourd'hui, la tendance Rajabou, à travers le CNDD-FDD qui se dit épris de la loi, le PPD qui s'appelait hier Abagumyabanga Baryumyeko. Donc, en partie écartelé. Le parti Sawanya Frodebo, qui a été d'un grand apport dans la démocratisation, pas le seul, il connaît au moins 2 tendances. Et si vous analysez plus en profondeur, vous verrez même qu'il y a d'anciens membres actifs du Frodebo dans les années 1990, 1990, qui sont aujourd'hui des membres actifs, influents, au sein de ce qui reste de ces CNDD-FDD. Les forces nationales de libération, il y a combien de sous-tendances ou tendances? 4 ou 5. Le parti Iprona, je ne sais pas s'ils permettent que je l'appelle le plus vieux des partis politiques au Burundi. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Alors, tout cela amène à une question. Est-ce que les leaders politiques burundais sont prêts aujourd'hui à marquer cette période importante de l'histoire du Burundi? Ou bien il faudrait attendre qu'il y ait émergence dans notre leadership? Alors là, s'il faut attendre, il faudrait accepter de continuer à porter ce calvaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les autres secteurs de la vitalité démocratique sont aujourd'hui également attaqués, ou également en décomposition. Visiter la société civile. Ce n'est pas Bonipa qui me contredirait. Les contradictions qu'il y a à l'intérieur même. Visiter la situation de nos médias. Visiter les relations qui existent. Il en parlait, Maître Menguin. Les contradictions aujourd'hui qui marquent les rapports entre l'État et les confessions religieuses. Et aujourd'hui, ce discours du parti CNDD-FDD, de ce qui est au pouvoir au CNDD-FDD, contre les confessions religieuses, dont notamment l'Église catholique, ça va aller jusqu'où? J'allais dire que personnellement, ça me l'amène à ce que j'ai observé, car le président Bagaza était parti en guerre contre cette Église. Ça va arriver où? Les rapports entre le Burundi et la communauté internationale. Le Burundi est devenu la puissance, entre guillemets, qui défie tout le monde. Ça va aller jusqu'où? Voilà les problèmes qui sont posés. Et quand il faudra négocier, et parce qu'on doit négocier, il faudra oser poser les problèmes dans leurs véritables termes. Mais, et là je vais en venir à cette problématique aujourd'hui discutée. Ok, une seconde. Sur génocide ou pas génocide.
En 1994, j'étais président de l'Assemblée nationale. J'avais reçu une émission des Nations Unies qui enquêtait sur la mort du président Dadaye et les violences qu'il avait accompagnées. J'avais mis en garde ceux qui étaient en train d'enquêter en leur disant ceci: si vous ne faites pas attention, cette région des Grands Lacs va brûler. Et j'avais appelé à l'organisation, c'était Réformer Magique, toujours même aujourd'hui c'est ça, à la tenue des grandes conférences internationales très rapidement pour prévenir. La fameuse conférence dont je parlais a été créée en 2006, 12 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. Et cela est venu alors que tout le monde l'observait, que les médias en parlaient, que les hommes politiques en parlaient, au Rwanda, au Burundi, partout. Et après, on a vu tout le monde, car le crime avait été commis, se bousculer pour verser des larmes de crocodile. Peut-être quand j'écrirai ma mémoire, je dirai aussi des pressions que j'ai subies sur cette situation. Et ici, je vais attirer l'attention de tout le monde. On n'a pas le droit de laisser se reproduire ce que cette région a vécu au cours de ces années-là. Donc, il y a un devoir minimal. Je dis bien minimal, c'est le devoir de prévention. Et personne n'a le droit de soustraire à ce devoir de prévention. Je conclue donc en disant aux Burundais qui sont ici, notamment à ceux qui prétendent ou prétendent être des leaders, nous avons le devoir de changer ce pays. Et changer ce pays signifie également changer nos méthodes de travail. C'est bien aujourd'hui que l'accord d'Arusha a produit ses effets. Vous voyez le calme avec lequel j'aborde ces questions. Mais on doit aller au-delà. On doit trouver des leaders qui osent porter le flambeau du changement dont le Burundi a besoin. Et un leader n'a pas le droit de toujours pousser des jérémiades. Un leader propose des solutions pour s'en sortir. Et je pense que c'est le défi qui nous attend. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais que Kedjanine et Gaël Faye viennent nous retrouver sur la tribune. Liberté est un mot qui se crie. Tuez-nous que les poèmes s'écrivent, qu'ils remplissent de nos noms tous vos livres dans la moiteur des nuits et les matins de givre. Que les peintres nous rendent la vie, sur les mers de l'oubli qu'ils dessinent des navires. Tuez-nous qu'on invente des chants, les générations à venir feront de nous des martyrs. Debout, dignes et debout, des silhouettes se dessinent et se souviennent de nous. Des hommes géants sortent du néant, de la blessure du monde et de son trou béant. Des ombres au tableau, des sorcières à Salem redoutables, comme un seul homme se lève. La liberté est une formule magique pour nos cœurs détenus dans des cages thoraciques. Liberté, Burundi, Bujumbura, gravée dans l'écorce d'acacia, dans les cases, dans les camps, dans les âmes, comme les chants dans les champs de la canne. C'est le temps des parias, des nuées, des myriades, tenir vertical, colonne séquoia, debout digne et debout. Des silhouettes se dessinent et se souviennent de nous. Burundi, ma blessure à l'âme, le passé est un retour de flamme. J'utilise des phrases dont les mots sont des plaies. Les rameaux d'olivier feront place à l'épée. On n'oublie jamais, on pardonne toujours. On n'existe qu'à la lumière des jours. La liberté est un jeune grisonnant. Madiba a des rides d'enfant. Merci. Je vous donne la parole pour dire quelques mots et annoncer la minute de silence. Je vais donc faire une conclusion. Bref. Je vais vous rapporter la conversation que j'ai eue avec Mme Winnie Mandela, qui m'a dit, ma fille, il y a deux choses que tu dois savoir. La première, c'est l'espoir.
Tous les matins, tu te lèveras et tu diras demain, 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 jusqu'à ce que demain vienne. La deuxième, c'est la flamme. Il faut alimenter la flamme. Il faut maintenir la flamme. Quelquefois, tu feras ça brillamment. D'autres fois, beaucoup moins bien. Mais l'essentiel, c'est qu'elle ne s'éteigne pas. Pour les victimes, pour tous ces jeunes gens qui sont torturés, emprisonnés, pour nos sœurs et nos filles qu'on viole, pour tous ces réfugiés qui ont dû quitter leur maison. Nous devons garder la flamme pour que le monde ne nous oublie pas et qu'un jour, la paix revienne dans notre pays. Eh bien, je vous invite donc à cette minute de silence.